Je crois qu'on y est. C'est bon. Stream is live, ouais. C'est bon. Pas encore. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous voit? Bonjour à tous. Je ne sais pas s'ils peuvent mettre un petit message dans le chat, peut-être. Je vérifie sur mon téléphone ici. Ah, c'est bon. Bonjour. Oui, c'est bon, on est en direct, j'ai la confirmation. D'accord. Bonjour Aveline, pile à l'heure. Bonjour Olivia. Ah, bonjour Aveline. Bonjour Livia. La Dream Team. La Dream Team. D'ailleurs, Olivia, on a rendez-vous à 16h. Rien à voir. Si c'est OK pour toi, tu écris OK. J'ai pris rendez-vous avec Livia là, à 16h. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous OK, parce que moi j'appelle un peu de loin. Donc peut-être ça y est un peu. Un petit peu. Pas ça trop. lag un peu. Ça lag un peu peut-être. Bonjour. Aveline, est-ce que vous nous entendez bien? Parfait, Livia, OK. Donc, tout le monde nous entend très bien. C'est parfait. C'est parfait. On va quand même laisser une minute supplémentaire aux retardataires. Oui, bien sûr. Ceux qui n'ont pas raccroché avec le client qui a toujours une question à la dernière minute. Bonjour Martine. Donc, on va patienter un petit peu. Bien sûr. Pourquoi il y a des utilisateurs, en tout cas des personnes de l'audience, pour lesquels on ne voit pas nécessairement le nom? C'est parce qu'ils ne font pas nécessairement partie du réseau? Je pense qu'on peut commenter de manière anonyme. D'accord, ok. Alors, j'ai failli rater ça. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi ça ressemble à Daouda, mais bon, je ne sais pas. Bonjour Laurence, tu as réussi? Bonjour Laurence. Donc, alors, juste ça, c'est pour toi, Daniel. Tu partageras ce que tu souhaites. Enfin, tu mettras sur ton écran ce que tu souhaites partager quand ça sera le moment de partager ton écran. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, Thomas, j'entends très bien de la Réunion, exactement. Donc, c'est pas le ah 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 ah, c'est plutôt Daouda. ça ressemble à Daouda. J'ai pas besoin de voir qui c'est. Je dis que ça ressemble à Daouda, effectivement, c'était lui. Alors, donc, bonjour à tous. De toute façon, ça sera en replay pour ceux qui vont nous rejoindre par la suite. Bonjour à tous, on est très ravis. On est très ravis ce midi, enfin ce midi pour nous, on est très ravis de faire ce live. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour la forme. Moi, c'est Rosie Émilie. Je suis Rosie Émilie, je suis prestataire paye. Je suis formatrice, toujours sur des sujets autour de la paye. Et également, depuis peu, avec Aveline et Vanessa, nous avons lancé une plateforme Smart Data Pay. C'est une plateforme qui a pour ambition de structurer la data autour de la paye, de la restituer d'une manière claire et compréhensible par tous. Cette plateforme est boostée à l'intelligence artificielle. Le prototype est sorti au mois de décembre et nous travaillons aujourd'hui pour améliorer la solution avec les retours des premiers utilisateurs que nous avons eus. Donc voilà ce que je vais dire sur mon sujet et je vais laisser la place à Daniel de se présenter à son tour. Merci Rose, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors donc moi c'est Daniel Clémentine, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai un fils qui s'appelle Diego, donc je lui avais promis de citer son nom, donc il va être content, son prénom plutôt. Je suis basé à l'île Maurice depuis 14 ans. Alors j'accompagne toujours des entreprises en France et à l'île de la Réunion à régler des problèmes de performance de leur service paye. Concrètement, c'est quoi? C'est que je les accompagne à développer les compétences de leurs collaborateurs, donc du service paye,
à mettre en place des outils, des systèmes, des process pour régler les problèmes de performance, améliorer la performance, et également à revoir toute l'organisation. Et depuis quelque temps, j'accompagne également des gestionnaires de paye, des responsables paye qui veulent évoluer dans leur carrière. Donc un gestionnaire passer à responsable, un responsable passer en freelance. Donc je les accompagne. Je ne suis pas coach, mais voilà, c'est de l'accompagnement opérationnel pour leur partager mon expérience et essayer de les aider dans la mesure du possible. Voilà qui je suis. D'accord, merci, c'est très clair. Merci Daniel. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est, on l'a dit, no-code IA automatisation autour de la paye. Je vais déjà parler de moi avant de rebondir sur pourquoi j'ai invité Daniel. Euh, L'intelligence artificielle s'est généralisée il y a 1 an avec la sortie de ChatGPT. Donc moi, c'est depuis cette date que j'ai commencé à faire un usage quotidien et on va dire excessif de cet outil-là. Et pour revenir à une parenthèse Smart Data Pay, Smart Data Pay n'a pas été créé après la sortie de ChatGPT. Smart Data Pay, c'est un projet qui était mûri avec Aveline, Vanessa et moi depuis bientôt 2 ans. Et l'intelligence artificielle nous a juste donné, on va dire, la cerise sur le gâteau et qui nous a permis de savoir que ce qu'on avait prévu de faire, on pourrait, grâce à l'intelligence artificielle, le faire encore plus. Donc, j'ai un usage quotidien et avec beaucoup de formations et beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc, on en reparlera. Mais par contre, je suis Daniel depuis plusieurs mois, plusieurs années déjà. Et j'ai vu avant même que ChatGPT n'arrive qu'il était déjà très familier de ces outils d'automatisation-là. Et je pense que c'est naturellement pour lui, avoir beaucoup plus de simplicité, que la prise en main de ces outils-là a pu s'intégrer dans son quotidien. C'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui, sans être des experts en IA, vous partager nos pratiques, comment ça améliore nos quotidiens dans le métier de la paye. On va un petit peu élargir dans le quotidien en général, comment les exploiter, quelles sont les limites, comment en tirer le meilleur et comment l'intégrer dans le quotidien du gestionnaire de paye. Donc aujourd'hui, le programme, ça sera un fil conducteur. C'est Daniel qui va faire des cas pratiques, des usages des outils ChatGPT en particulier et d'autres automatisations qu'il a mis en place. J'essaierai d'intervenir pour partager aussi mon expérience à moi dans mon utilisation personnelle et également ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de développement de la plateforme de Smart Data Pay et on prendra des questions parce que c'est vraiment un échange, c'est pas un cours magistral, c'est vraiment un échange, un partage d'expérience et on espère que ça sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Tu as quelque chose que vous voulez rajouter? Non, je pense que tu as tout dit. Si je peux simplement en préambule dire pourquoi au final j'aime bien les outils et pourquoi à raison, à tort, on m'associe souvent aux outils, no code, etc., aux logiciels. J'aime les outils parce que pour 3 principales raisons. Donc ça intègre à la fois le no code, les logiciels et l'intelligence artificielle. C'est parce que si je prends ChatGPT et les outils d'automatisation, pour moi, c'est un vrai accélérateur. C'est un accélérateur pour plusieurs raisons. Ça me permet de passer de 0 à 1 très rapidement. C'est-à-dire de passer de l'idée à la réalisation, à une première version, de passer d'un problème à une solution rapidement. Au final, je réfléchissais à ça ce matin et j'ai pensé à un terme qu'on n'utilise plus maintenant, mais qu'on a utilisé il y a quelques années. C'était le terme d'ubérisation, de désintermédiation. Au final, pour moi, ChatGPT, si je prends l'intelligence artificielle, c'est ça. J'enlève un intermédiaire. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a plus besoin de développeurs, on n'a plus besoin de code. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour quelqu'un qui est comme moi, qui ne sait pas programmer, je peux réaliser certaines choses et je vais essayer de vous le montrer. Je peux réaliser certaines choses qui auparavant, c'était pas possible pour moi de le faire, mais aujourd'hui, je peux le faire à partir de l'île Maurice, du moment que j'ai une connexion Internet et que j'ai ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième chose, c'est un assistant. Et je vous montrerai tout à l'heure que c'est un assistant, c'est-à-dire que je commence à développer un réflexe. Je ne dis pas que j'ai ce réflexe systématique, quotidien, journalier, dès que j'ai une question, je demande à ChatGPT, mais je commence à le développer. Je vous donnerai le cas d'une question que j'ai posée, mais pour mon fils, pour un projet qu'il a dû rendre aujourd'hui à l'école. Et troisième chose, pour moi, c'est un prof. C'est mon prof mon prof particulier. Tu vois, c'est-à-dire que justement, avec quelques réalisations que j'ai pu faire sur ChatGPT dans le domaine de la paye, je commence à apprendre. Je commence à apprendre par son intermédiaire certaines choses qui étaient pour moi auparavant du chinois, voilà, qui était quelque chose d'incompréhensible. Okay, donc voilà, exactement. Si tu veux bien, je vais partager mon écran.
Oui. Alors, je vais vous partager Je rajoute à un la premier... scène. Je peux Ouais, tu peux rajouter? rajouter à la scène. Oui, bien sûr. C'est un fichier Excel. Je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran. Oui, on voit, oui. OK, très bien. Alors, l'objectif ici, vous savez, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, d'intelligence artificielle, mais la vraie question, c'est comment on peut l'utiliser dans le domaine de la paye. On va tout de suite discuter de cette problématique de confidentialité de RGPD. Ici, je travaille avec des données qui sont pas avec des Anonymisé. données réelles, voilà, Oui. anonymisées, des données non réelles. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un service paye, on pourrait faire une requête à partir de son logiciel de paye, le soumettre à ChatGPT, mais en ayant au préalable anonymisé les données. D'accord? Rien ne nous empêche de le faire. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Mais vous allez voir ici que moi, j'ai utilisé ChatGPT autrement. C'est que je me suis dit, j'aimerais bien, parce que pour certaines personnes qui me suivent sur LinkedIn, vous apercevez que j'ai quelques obsessions. Une de mes obsessions, c'est le contrôle de la paye. D'accord? C'est comment gagner du temps pour faire des contrôles intelligents en paye et au final, respecter notre engagement quand on est gestionnaire responsable paye, c'est délivrer un bulletin, des DSN, des produits, des solutions en conformité avec la loi, la convention collective, etc. Donc, le sujet du contrôle de la paie, c'est un vrai sujet pour moi. Et je me suis dit, comment ChatGPT peut venir m'aider? Et c'est là que j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, on a besoin de faire certains contrôles systématiques tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a certains contrôles qu'on doit faire. Et je vais prendre l'exemple du contrôle de la CSG CRDS, du forfait. Ah, Allô, allô. ok. Ah, Ça avait j'ai coupé. cru que c'était moi, c'est Daniel qu'on a perdu. Ok. Je- Donc, Daniel, ça va mieux. J'ai cru que c'est moi qui avais un problème de connexion. Ok. Ça va, je suis Euh, revenu. Je suis oui. revenu. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Super. Tu me dis quand tu es prêt, on repartage. Ok, super. Alors, ouais, ouais. Je suis prêt. Tu peux repartager mon écran. Je suis désolé pour Ok. cela. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vous disais que je me suis dit comment utiliser ChatGPT pour faire des contrôles en paye. Voilà, quels que soient les contrôles. Et là, j'ai pris l'exemple du contrôle de la CSG-CRDS, du forfait social, du net imposable et du montant net social. Et donc, je suis parti ici d'un récapitulatif de bulletin de paye. Alors, là aussi, je vais répondre tout de suite à une question. Là, c'est le récapitulatif que vous avez sous les yeux pour celles et ceux qui travaillent sur Silae. C'est un document qui vous parle tout de suite. Mais on pourrait également le faire avec n'importe quel journal de paye provenant d'un autre logiciel de paye. Il faudra simplement expliquer à ChatGPT où se trouvent les données qu'on veut utiliser pour faire les contrôles. D'accord? Mais là, j'ai pris la récap de paye, j'ai pris un tableau fourni par Silae qui permet d'identifier si les rubriques de paye rentrent ou pas en compte dans le calcul du montant net social. D'accord? Et à partir de là, j'ai demandé à ChatGPT de venir me créer des macros, c'est-à-dire une forme d'automatisation du contrôle. D'accord? Donc là, par exemple, pour la CSG-CRDS, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, on comprend moins, mais on voit toujours. Voilà. Est-ce que tu vois l'ensemble des lignes de code? C'est du chinois pour moi aussi? Oui. Ok. Mais ça, c'est ChatGPT qui me les a écrits. Bien sûr, pour qu'il puisse m'écrire ça, il a fallu quand même que je lui explique comment faire le contrôle de la CSG-CRDS. À savoir, tu vas chercher ton brut, fois 98,25%, et tu y ajoutes les cotisations patronales de prévoyance mutuelle. Je fais ça en synthèse rapidement. Donc, bien entendu, ça, il faut pouvoir l'expliquer et lui dire à partir du document dans quelle colonne, sur quelle ligne se trouvent les informations.
Et à partir de ça, ChatGPT est capable d'automatiser le contrôle. Et donc, je vais vous le montrer ici. Je vais simplement lancer le contrôle de la CSG CRDS. Exécuter. Et vous voyez, il va me chercher les données de la récap, donc le brut ici, 79 730. Vous pouvez peut-être le voir ici. Tu me dis, Rose, si je vais trop vite. Oui, ça va pour moi. Yes. Et il fait le calcul. Il reconstitue la base du forfait social, mais la base du forfait social, on le voit également ici quelque part, voilà, 3678. Et à partir de là, il fait son calcul de CSG-CRDS et il le compare avec la base de la CSG-CRDS qui provient du logiciel de paye, de la récap de paye. Et il identifie un écart. Et s'il y a un écart, j'ai prévu, parce que j'aime bien prévoir certaines petites choses, de mettre un lien vers le site du boss qui explique le calcul de la CSG-CRDS, le plafonnement de l'abattement pour frais professionnels lorsqu'on calcule la CSG-CRDS. Vous voyez, et tout ça, c'est un contrôle, bien sûr, qu'on peut faire avec sa calculatrice sous Excel ou sur Google Sheet, mais entre ce qu'on veut faire, les bonnes intentions, et ce qu'on fait réellement en fin de mois parce qu'on est stressé, on est fatigué, on n'a pas le temps, il y a des urgences, bah souvent il y a un monde de différence. Et donc là, je me suis dit, bah pourquoi est-ce que ChatGPT ne viendrait pas comme un assistant, viendrait m'aider à faire ces contrôles? Vous voyez, donc, du moment que je lui donne la récap de paye, je lance la macro et systématiquement, il va faire le même contrôle. Ici, il identifie un écart. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oui, j'ai un apprenti et j'ai un stagiaire. OK? C'est la même chose. C'est la même chose si je fais un contrôle sur le montant net social. Boum. Donc là, il va me demander, parce que j'ai prévu dans le scénario, qu'il s'assure, en tout cas que l'utilisateur s'assure qu'il a bien téléchargé dans le fichier Excel un tableau qui indique quelles sont les rubriques de paye qui rentrent et qui ne rentrent pas dans le montant net social. D'accord? Une fois, et là, ici, j'ai donné le chemin pour Silay, parce que c'est le logiciel que j'ai pris comme logiciel test, pilote, mais on pourrait prendre un autre logiciel. Et à partir de là, il lance ce calcul et il s'aperçoit qu'il retombe sur les mêmes montants que moi. Et d'ailleurs, ici, il y avait une particularité, c'est que les IGSS qui doivent rentrer ne sont pas dans le... il n'y a pas un code rubrique, donc on ne les retrouve pas ici. Vous voyez, donc il y a toujours des particularités. Et donc, dans ce contexte, je suis venu dire à ChatGPT, ce n'est pas la recette pour la rubrique IGSS, tu ne vas pas la trouver, tu ne vas pas trouver de code ici que tu vas pouvoir, pour lequel tu vas pouvoir trouver une correspondance dans l'onglet MNS Silay. L'onglet MNS Silay regroupant la liste des rubriques avec une colonne, la colonne H ici, qui indique est-ce qu'elle rentre ou pas dans le montant net social. Ça, Silay ne le prévoit pas. Donc, dans ce contexte, j'ai dû expliquer à ChatGPT que pour les IGSS, il va falloir qu'ils viennent lire la colonne B dans ma récap de paye, et dès qu'il voit la rubrique IGSS net, il sait que ce montant doit être pris en compte dans le montant du net social. Montant net social. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire de façon très laborieuse, c'est que ChatGPT est un assistant. ChatGPT n'est pas une menace. J'allais dire quelqu'un. Oh là. C'est un système qui va me permettre de produire quelque chose que je ne sais pas produire moi-même, mais en tout cas, par contre, il y a un préalable, c'est que je connais la règle. Je sais comment calculer le montant net social. Par contre, je ne sais pas l'automatiser. Et là, c'est pour cela que j'ai utilisé ChatGPT comme un intermédiaire, comme un développeur, mon développeur personnel, pour le créer. OK? Et on pourrait poursuivre, alors je vais passer sur autre chose, mais on pourrait poursuivre le calcul sur le montant du forfait social également. Oui. Donc là, il va aller récupérer toutes les rubriques. Et ici, par contre, j'ai dû lui dire toutes les rubriques qui commencent par le code PR, PS, PX, etc. Ça va parler aux personnes qui travaillent sur Silay, mais pour d'autres logiciels de paye, on pourrait dire à ChatGPT comment identifier les rubriques de prévoyance et de mutuelle sur la récap de paye, sur le journal de paye. D'accord? Donc ça, c'est une première utilisation. C'est comment automatiser un ensemble de contrôles que moi, gestionnaire de paye, je suis censé faire tous les mois sur mes payes avant de les livrer à mon DRH, avant de les livrer à mon client. Mais il y a les aléas de la vie, il y a la réalité du terrain qui fait que
ben, bien souvent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je suis distrait ou je suis pris par une autre priorité et donc dans ce contexte, je ne peux pas réaliser les contrôles que j'avais promis. Vous voyez, donc ça, c'est des contrôles qui peuvent paraître des contrôles de base, mais déjà quand je fais ça, j'ai une assurance raisonnable sur la qualité de la paye. D'accord ? Bien entendu, ce sont des contrôles de masse. Si tu permets, je vais partager un autre fichier. Tu vas me dire quand tu vas le voir à l'écran. On le voit. On voit ton écran en temps réel. Donc, ce que tu vois, on le voit aussi. Est-ce que tu vois cet onglet qui s'appelle modélisation rapide du besoin? Oui. Oui. Ok, très bien. Donc, je suis dans le bon fichier. Toujours sur le thème du contrôle de la paye, je me suis dit, ok, la première démonstration que je viens de vous faire, c'était pour un gestionnaire de paye, un responsable paye. Maintenant, je me suis mis dans les baskets d'un DRH, d'un DAF, bref, d'un manager qui pilote à distance la paye. D'accord ? Et ce manager a besoin, avant de signer l'ordre des virements, qui lui est remis à la fin du mois, il a besoin de pouvoir faire quelques contrôles de base pour ne pas signer un chèque en blanc, les yeux fermés. D'accord ? Et j'imagine que certains DRH, certains DAF, certains clients peuvent être mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences, ils n'ont pas nécessairement le temps, mais par contre, il faut signer en bas de la feuille pour lancer le virement. Donc, c'est une réalité, ça. Et donc, je me suis dit, quels sont les éléments dont ils auraient besoin pour se sentir un peu plus à l'aise avant d'apposer leur signature en bas de la lettre de virement. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai modélisé le besoin. Ce dont j'ai besoin en tant que de DRH, DAF, pour pouvoir me sentir à l'aise avant de signer l'ordre des virements. Donc, j'ai identifié les données dont j'ai besoin, quels sont les contrôles que j'aimerais faire, moi, en tant que DRH, DAF, chef d'entreprise. Et à partir de ça, je suis venu dire à ChatGPT, construis-moi l'automatisation, la macro, d'accord, le process automatique qui va permettre au DAF, au DRH d'appuyer sur un bouton, au final, le fameux bouton en paye, et pour se dire, est-ce que ça tient la route, les chiffres qu'on est en train de m'annoncer avant que je signe en bas de l'ordre de virement. Concrètement, c'est ça, ce que j'ai fait, d'accord ? Et donc, ça donne quoi ? Alors, je vais enlever ces contrôles ici, parce que ça va être ça le résultat, mais vous allez le voir. Je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait. Ici, je vais l'appeler test. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai fait une requête. J'ai fait une requête à partir du logiciel de paye. D'accord ? Dans Silae, ça s'appelle une édition historique. Dans un autre logiciel, ça s'appellerait une requête. Donc, j'ai sorti une requête et je suis venu dire à Silae, à partir de la ligne 4, c'est là que tu trouves les données. Les autres lignes, ce sont des lignes d'en-tête. Et dans chaque colonne, quelle est la nature des données qui s'y trouvent. Et après, je lui ai dit, quels sont les contrôles que je veux que tu fasses ? Et écris-moi le code. Bien sûr, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça se fait avec plusieurs itérations. Quand j'ai commencé à jouer avec ChatGPT, j'ai commencé sur la version gratuite. J'ai pris le chemin le plus long. Donc, c'était beaucoup d'heures, beaucoup de jours, quelques semaines de travail. Après, je me suis dit, il est temps pour moi, parce que j'avais développé, je commençais à comprendre correctement comment il fonctionne, je me suis dit, il est temps pour moi de passer à la version payante. Et ce que je vous montre à l'écran là, ça, je l'ai construit en à peine une journée avec la version payante. D'accord ? Et là, encore une fois, ChatGPT est venu, vous voyez, hop, ici, affiché, voilà, il est venu me créer ce code. D'accord ? Qui est encore une fois, alors, le code, on ne le voit pas. Tu ne le vois pas là ? Pas encore ? Tu me dis ? Non, c'est bon, on le voit. Ok. Oui. Il est venu me créer ce code, d'accord ? Bon, pour un développeur qui sait écrire en VBA sur Excel, c'est parlant. Pour moi, pas vraiment. Sauf qu'à force d'itérer, d'échanger avec ChatGPT, j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire chaque ligne, d'accord ? Et donc, ici, j'ai une requête pour le mois de janvier, j'ai la même requête pour le mois de février, et là, je me mets à la place du DRH, du DAF, du chef d'entreprise, pour lequel à qui on dit, est-ce que tu peux signer l'ordre des virements pour la paye du mois de février ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a dans son fichier la requête de janvier, qu'il a conservée à la fin du mois de janvier. Il demande au responsable paye ou à son
à son prestataire de paie de lui donner la même requête pour le mois de février, et il suffit pour lui de lancer la requête. Et donc là, la requête lui dit, OK, je trouve les feuilles dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon contrôle. C'est-à-dire qu'il a besoin, au final, j'ai fait un contrôle par variation. Pourquoi? Parce que je ne vais pas demander à un DRH ou un DAF d'aller contrôler la CSG-CRDS. Par contre, il a besoin d'avoir une approche plus par variation. Tu vois, c'est un contrôle par variation. Est-ce que c'est normal que mon effectif à payer a varié de 2, de 3, de 4 salariés, de 100 salariés? Est-ce que c'est normal que ma masse salariale a varié de 100 000, de 50 000, de 25 000? C'est ces ordres d'idées de grandeur dont a besoin le DAF, le DRH, le chef d'entreprise. Et donc là, je fais OK. Et comme tu peux le voir, dis-moi si tu le vois ici, il crée un onglet. Oui, je vois. OK, et il me calcule la variation d'effectifs. Donc, il me dit, OK, en fin de mois dernier, c'est-à-dire janvier, combien de salariés tu as payé? Il y a eu des entrées, des sorties, et combien de salariés tu dois payer ce mois-ci? Il va regarder les variations sur le salaire brut, en valeur absolue et en valeur relative, des variations sur les congés payés, d'accord? Et il va également regarder, est-ce qu'il y a eu des changements de RIB? Pourquoi? Parce que dans mon extraction, je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure, mais au-delà des salariés, j'ai demandé date d'entrée, date d'embauche, mais est-ce qu'il y avait des RIB? Donc, à chaque fois, le logiciel va faire quoi? Il va aller regarder la colonne RIB du mois en cours comparée au mois précédent. D'accord? Et s'il voit un changement, il se dit, OK, je l'identifie, peut-être que le DAF, le DRH ou le chef d'entreprise aura quelque chose à faire de ça. Donc là, je me mets à la place d'un DRH, je peux se dire, OK, est-ce que tu peux me justifier pourquoi il y a eu X nombre de changements de RIB? Est-ce qu'on a toutes les pièces justificatives, etc. Tu vois, dans un esprit de parer à la fraude, quoi. D'accord? Mais ce ne sont que des exemples. On pourrait aller plus loin, bien entendu. Mais moi, dans mes tests, je me suis dit, voilà les premiers indicateurs qui pourraient intéresser un DAF, un DRH, un chef d'entreprise. D'accord? Et là, maintenant, si je mets le mois de mars, vous allez voir, il va refaire le même contrôle. Maintenant, je relance le contrôle et il va me dire, OK, les feuilles nécessaires sont présentes. Boum, il lance le calcul. Maintenant, il me fait pour mars. Il va comparer mars avec quoi? Avec février. des éléments de février. Le salaire brut de février, 82 000. Salaire brut de février, c'est bien 82 000. Je suis bien en février. Pardon. Là, c'est en décembre, mais vous avez compris. D'accord? C'était bien mon onglet de février. Donc, voilà. Donc, concrètement, tu vois, ici, le DAF, le DRH, il a besoin simplement d'obtenir la requête du mois en cours. Et il lance sa requête, et il lance, la macro, il a un élément, il regarde les variations, il se dit, est-ce que ça me convient, ça ne me convient pas? Ça, c'est un deuxième exemple. Et un troisième exemple, arrête-moi, Rose, s'il faut que je rentre un peu plus dans le détail ou que j'aille plus vite. Troisième exemple, je pars d'un récapitulatif de paye, toujours sur Silae, mais on pourrait faire la même chose sur n'importe quel autre logiciel, à condition de spécifier à Silae, à ChatGPT, comment aller lire telle donnée, où elle se trouve dans la colonne, dans telle colonne. Donc là, je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est toujours dans une perspective de contrôle de masse, comment je fais pour contrôler l'évolution normale de ma réduction Fillon par rapport à l'évolution de mon salaire. Et un des contrôles de masse qui me semble moins pertinent, c'est de le faire visuellement. Pourquoi? Parce qu'on sait que... Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. On sait que la réduction Fillon est inversement proportionnelle à mon salaire. D'accord? Donc, du moment que je fournis un récapitulatif de paye, là encore une fois, pareil, je suis venu dire à notre ami ChatGPT, crée-moi le code VBA qui permet de générer un graphique. Donc, je vais l'exécuter ici. Je génère le graphique. Là, il me demande quel est le mois pour lequel je veux générer le graphique. D'accord? Donc là, je vais mettre du mois janvier à août. Je fais OK.
il va me récupérer toutes les données qui figurent dans mon récapitulatif de paye. Vous voyez, donc là, mon récapitulatif va de janvier jusqu'à novembre de mémoire. OK? Moi, j'ai spécifié la période qui m'intéressait, mais j'aurais pu prendre novembre. Donc, il me reprend les données, il cumule les données de la réduction Fillon qui a été ventilée entre URSSAF et retraite, et il me l'affiche dans un graphique. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir des moments où il y a une variation. Et est-ce que cette variation, elle est normale? Là, je m'aperçois qu'il y a une variation entre le mois de juillet et le mois d'août de ma réduction Fillon qui diminue alors que mon salaire augmente. C'est plausible. Je ne dis pas que c'est nécessairement juste. Ce contrôle ne me permet pas de me dire est-ce que ma réduction Fillon est conforme intégralement à la loi, au code de la sécurité sociale. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans une perspective de contrôle de masse, ça me donne déjà une assurance raisonnable que les choses se passent comme ça devrait se passer. Voilà, Rose. Voilà 3 exemples. Je voulais présenter un 4e exemple. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finaliser, mais je ferai certainement une petite vidéo prochainement dessus. C'est automatiser des contrôles sur des bulletins d'embauche. Toujours en partant de requête à partir de mon logiciel de paye et de faire certains contrôles de base, type sur la tranche A, le principe d'alignement des assiettes, le prorata du plafond, etc. etc. D'accord. Mais c'est déjà très bien, parce que même si on n'a pas tous les exemples que tu souhaitais, alors je vais peut-être enlever l'écran si tu veux, même si on n'a pas tous les exemples que tu souhaitais partager, ça donne une idée du potentiel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir le potentiel et les possibilités. Et après, comme je disais la dernière fois, la limite, c'est notre imagination, en fait. C'est notre souhait de vouloir savoir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet de ChatGPT, du coup? Avant qu'on ne passe à un autre sujet. Le sujet d'après que tu voulais aborder, c'était lequel, Daniel? Moi, le sujet d'après que je voulais aborder, c'est mon utilisation des outils no-code. D'accord. Alors, on va dans juste le domaine de ta productivité. Alors, on va voir s'il y en a qui ont des questions sur l'utilisation de ChatGPT. Déjà, essayez de voir parmi les personnes qui sont présentes, est-ce que vous utilisez déjà ChatGPT? Est-ce qu'il y en a parmi qui connaissent ChatGPT? Si vous ne connaissez pas ChatGPT, ça devrait peut-être être inquiétant. Mais est-ce que vous utilisez ChatGPT? Est-ce que vous souhaitez qu'on en dise un petit peu plus dessus? Et une formation, c'est les étapes au niveau. Alors, on veut une formation en ligne sur les étapes au niveau de ChatGPT. OK, sur les étapes qui t'ont mené à ça. Après, ça risque d'être très long, effectivement, parce que ça lui a pris des semaines avec la version gratuite et quelques jours avec la version payante. Mais effectivement, il veut. Ouais, exactement. Et je dois dire que la version payante, alors ça coûte $20, mais le retour sur investissement, il est incroyable. Je l'avais dit il y a plusieurs mois. Tu me l'avais dit, hein. Mais tu sais, j'ai voulu prendre mon bâton de pèlerin, tu vois, faire la traversée du désert, tu vois, à pied, tu vois, et ça m'a permis au final, ça m'a appris à prompter, c'est-à-dire à donner des instructions. Et c'est facile de se dire, oui, non, mais le calcul de la CSG, CRDS, c'est je prends le brut, ok, mais explique-le à une machine qui ne sait pas c'est quoi une récap de paye. Tu vois? Donc, il faut que tu arrives à comprendre comment je explique ça. Ce qui est génial sous Excel, c'est qu'il y a le principe des lignes et des colonnes. Mais tu vois, ça, tu l'apprends en faisant. En te disant, mais pourquoi le document, comment tu le partages? Comment tu le partages à ChatGPT? Parce que si tu n'avais pas la version payante, ça veut dire que tu ne pourrais pas joindre des fichiers. Donc, tu faisais des copier-coller bruts du texte. Comment tu fonctionnais? Je n'ai jamais joint un fichier à ChatGPT. Donc, je n'ai pas de la problématique de confidentialité ou de RGPD. Tu as cette problématique lorsque tu partages quelque chose à ChatGPT. Moi, non. Je lui ai expliqué que l'utilisateur va mettre à sa disposition dans un fichier Excel, dans un onglet qu'il va appeler Tartampion, il va mettre un fichier. Ce fichier se présente de la sorte. Il y a 9 colonnes. Ah, tu as décrit le fichier dans ton prompt. Ah oui, je comprends pourquoi ça a été long. Tu as décrit le fichier tel qu'il est. Donc, ton fichier Excel, tu as donné, j'essaye un peu de schématiser, sans rentrer dans les détails pour que les personnes qui nous suivent visualisent ton process. Tu as décrit à ChatGPT ton fichier ainsi que les colonnes qui sont présentes et tu lui as demandé de te générer le code pour arriver à un résultat que tu lui as très bien expliqué. Et c'est ça qui est long. Prendre le temps de rédiger l'instruction.
de donner le contexte et d'expliquer où on va. C'est exactement ça. Et si je dis pas de bêtises, alors moi je suis pas un spécialiste du montant net social, mais par exemple, je prenais l'exemple de tout à l'heure des IJSS net. Sauf erreur de Oui, ma part, elles rentrent dans le montant du net social. MNS, du montant net social. Et comme la problématique, c'est que dans SILAE, cette rubrique de paye n'a pas un code. Mhm. D'accord? Et donc, dans ce contexte, je me suis dit, comment je vais l'expliquer à ChatGPT? Ok, je vais lui dire, systématiquement, tu vas lire la deuxième colonne du fichier Excel où se trouvent les libellés, des valeurs en texte. Mhm. Dès que tu trouves un texte, un libellé, pardon, qui contient les termes IJSS net, tu vas dans la colonne de droite à la 6e ou 7e colonne, tu me récupères la valeur. Mhm. OK. Voilà. Tu vois, donc au final, je l'ai pris comme un enfant, je l'ai emmené, mais par contre, je lui ai dit, voilà, moi je vais te montrer le chemin, par contre, c'est à toi de me dessiner le plan après. OK. Alors, effectivement, ça, on revient un petit peu aux instructions. Pour ceux qui n'utilisent pas ChatGPT, il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser. Donc, je vous invite à créer un accès, ne serait-ce que pour texte, pour tester. Et les outils d'intelligence artificielle en général sont efficaces lorsqu'on leur donne les bonnes instructions. C'est ce qu'on appelle le prompt. Et là, Daniel a l'air d'être un champion toute catégorie en prompt parce qu'on imagine le travail que ça lui a coûté d'arriver à ce résultat-là avec la version gratuite. Donc, c'est qu'il a vraiment compris le principe de comment est-ce qu'on fait pour tirer le meilleur de l'outil. Très souvent, des personnes viennent, ils testent, ils mettent une phrase sur l'outil et ils disent que les résultats ne sont pas convaincants. Ce n'est pas ça. L'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente comme on le pense. Les outils d'IA, notamment ChatGPT, ont été entraînés avec des milliards et des milliards de données. Donc, si vous venez juste avec un mot, une phrase, l'outil est noyé dans toutes ces données, il ne saura pas forcément quoi vous restituer. Mais si vous vous entraînez à formuler correctement avec un langage naturel et très précis, parce que là, l'importance d'ailleurs avec des outils comme ChatGPT, d'avoir la formulation exacte et le mot exact a son importance plus qu'ailleurs, parce que l'outil est très littéral. Il est vraiment littéral. Il faut pas avoir d'abus de langage. Il y a un exemple que je t'avais donné la dernière fois que je vais raconter. Lorsqu'on faisait des tests avec ChatGPT, avec Smart Data Pay, j'ai ma collaboratrice qui a posé la question de savoir s'il est obligatoire de signer un contrat de travail. Donc, on sait que le droit de travail, dans le droit de travail, un CDI, on n'est pas obligatoire, enfin, la rédaction d'un CDI n'est pas obligatoire. Mais la manière dont on l'a formulé, on a demandé est-ce qu'il est obligatoire de signer un contrat de travail. L'outil a dit oui. Et elle m'a dit, mais c'est faux, il répond mal. Mais c'est pas faux. On a demandé si la signature est obligatoire. Donc, nous, on comprend qu'on parle de la rédaction. Mais l'outil, il a retenu le mot signature. Et la réponse est oui. Parce que si on demande à ChatGPT ou à n'importe quel IA, est-ce que la signature d'un contrat de travail est obligatoire? Il part du principe que le contrat est déjà rédigé et on souhaite savoir si on est obligé de le signer. Donc, forcément, il répond oui. Donc, la formulation et chaque mot dans ce contexte-là, il est très important. Donc, il faut donner des instructions de manière claire, de manière précise. Il existe des youtubeurs, parce que moi j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes. Je suis abonné à une dizaine de chaînes YouTube sur le sujet. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je la regarde. Et il y a ce qu'on appelle vraiment le prompt engineering qui est devenu une matière à part entière. Lorsqu'on utilise les outils d'IA, il faut leur donner déjà un personnage. Donc, mets-toi dans la peau d'eux, un expert en paye, un expert en droit du travail, un expert même dans le domaine privé, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, l'outil a été entraîné avec des milliards de données et il faut resserrer au maximum les informations pour faire un filtre et un tri. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est juste un super déducteur à qui on a donné plein de données et qui est capable de deviner la suite d'un mot l'un après l'autre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez tirer le meilleur de ChatGPT pour des usages personnels, pour des usages professionnels. Et comme le disait si justement Daniel, c'est juste pour nous faire gagner en temps et en automatisation. C'est un coach qui vous aide à faire des choses, mais ce n'est pas un outil qui fait à votre place. Parce qu'il faut avoir une compétence en paye pour savoir donner des instructions. Si vous allez dire à ChatGPT, fais-moi la vérification du montant net social, il y a 100% de chances que ce soit faux. Parce que le montant net social, je ne suis même pas sûr qu'il est à jour. Si vous avez la version 3.5, vous avez les informations de 2022.
Donc, le but n'est pas de lui demander de réfléchir à notre place. Le but, c'est de lui demander d'aller plus vite sur des réflexions que nous avons déjà. Et les personnes qui ont des meilleurs résultats avec ces outils-là, c'est lorsque vous venez avec une réflexion, vous venez avec une destination précise, et vous êtes capable de formuler avec des mots précis quel est votre besoin et quelle est votre demande. Donc, si vous n'avez pas de ChatGPT, créez un compte, c'est gratuit. Il existe d'autres outils. Il y a Copilot de Microsoft. Donc, il y a énormément d'outils. Et entraînez-vous, prenez le temps d'écrire un prompt correct et le plus précis possible. Parce qu'aujourd'hui, la compétence, ça sera ceux qui savent parler à l'oreille de Dia. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas juste de dire fais-moi ci, fais-moi un bulletin de salaire. Il est incapable de faire un bulletin de salaire. Mais vous pouvez lui dire OK, pour faire telle ligne de cotisation, la règle, c'est ça, et moi, je veux le résultat sous cette formule-là. Et c'est avec ce process-là que vous arrivez à tirer le meilleur résultat de ces outils qui sont très puissants, mais qui sont surestimés. Et les personnes qui surestiment, qui pensent qu'ils vont tout faire à notre place, sont forcément déçues. Le but, ce n'est pas qu'ils travaillent ou qu'ils réfléchissent à votre place, c'est vraiment qu'ils vous aident à aller plus vite et plus loin. Plus je me sers de ChatGPT en toute modestie, bien évidemment, plus je suis convaincue qu'il ne peut pas me remplacer. Je suis irremplaçable, ça, je le sais. mais grâce à cet outil, je peux aller beaucoup plus vite sur certaines choses. Je peux me relire, lorsque j'écris un mail, je lui donne toujours une proposition. Je ne demande jamais à ChatGPT de m'écrire un texte en partant de zéro. Je le rédige moi-même, je lui dis de ne pas changer le ton, de ne pas changer le style, mais par contre de faire des petites améliorations de syntaxe et de fluidité de mon texte. Mais je pars toujours de quelque chose que j'ai moi proposé, parce qu'il est impossible qu'une intelligence artificielle comprenne tout ce qu'il y a là-dedans. On est très nombreux là-dedans, parce qu'en plus, il faudrait qu'il sache à qui. Ça dépend de la journée. Donc, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire sur l'outil de ChatGPT. Ayez la curiosité d'aller voir, tester sur des sujets du quotidien. Vous voulez une recette, vous voulez faire des courses, voilà, vous testez avec pas mal de choses de votre quotidien et après, petit à petit, vous l'intégrez dans votre quotidien de gestionnaire de paie pour répondre à un client. Parfois, vous avez l'idée dans la tête, vous ne savez pas comment la formuler, vous lui donnez des idées de manière brute, vous dites le contexte, vous dites qui vous êtes, à qui vous écrivez et quel est l'objectif. Et avec ça, ChatGPT vous rédige un mail. Si vous dites juste écris-moi un mail pour répondre à mon client sur les congés payés, il va le faire, mais il ne va pas le faire correctement. Si vous lui dites que voilà le contexte, mon client veut ça, je souhaite lui répondre comme ça, faire le résumé sous forme de tableau, parce qu'on peut demander à ChatGPT de nous restituer l'information sur un format qu'on a choisi. On peut demander sous forme de liste, on peut demander sous forme de tableau, on peut demander sous forme de paragraphe, donc vous pouvez même demander le format de restitution de l'information. Je vous encourage vivement à tester, d'aller suivre des vidéos tutos sur YouTube. Il y a beaucoup d'experts, en fait, de personnes qui l'utilisent quotidiennement et qui partagent leur usage. C'est comme ça que moi, j'ai appris et YouTube est devenu un centre de formation. Enfin, pour la base, hein, ça ne vous permettra pas de faire les tableaux qu'on vient de voir là, mais au moins pour la base, pour comprendre le principe de l'outil, de comment est-ce qu'on peut s'en servir, que ce soit dans le domaine professionnel ou même personnel. C'est dommage de ne pas en bénéficier. Donc, je vous encourage vivement. La version gratuite, vous pouvez faire beaucoup de choses avec beaucoup de détermination et la version payante à $20 par mois permettra d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est la parenthèse ChatGPT que je voulais faire. Il y en a qui demandent déjà ta formation pour faire tes fichiers de contrôle, mais voilà. Je réfléchis. Mais si tu permets, je voulais simplement rajouter quelque chose, mais ça va complètement dans le sens de ce que tu viens de dire. C'est que au départ, mais même moi j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai cru que ChatGPT c'était Google. Mais à la différence de Google, où je pose une question, j'ai un ensemble de solutions, il y a du bon, il y a du faux, il ne faut pas l'oublier, hein. Il y a du bon, il y a du faux. Donc après, c'est à moi d'aller condenser pour obtenir ma réponse. Avec ChatGPT, c'est différent. Je pose une question, d'accord, du moment où je sais, du moment où je connais la destination, du moment que je connais le format que j'attends de restitution. Et c'est là que c'est génial. C'est qu'il peut m'accompagner, peut-être tout ne sera pas juste, mais il peut m'accompagner en me donnant un format, un condensé. Donc au final, il condense le temps, il raccourcit le temps, il m'évite d'aller faire le travail de synthèse. Il le fait pour moi. Après, c'est une machine, je ne saurais pas l'expliquer, mais le mode de fonctionnement de ChatGPT ne fonctionne pas comme l'intelligence humaine, et je te rejoins. Les personnes qui disent mais non, ChatGPT ne remplacera jamais un gestionnaire de paie, font l'erreur de se comparer à une machine. Non, on n'est pas des machines, on est meilleur que des machines. Par contre, à nous de trouver le moyen de les utiliser correctement. Et c'est là que
j'ai toujours cette phrase qui me revient, je crois que c'est Archimède qui dit ça, donne-moi un levier et un point fixe et je soulèverai le monde. Ben, c'est ça, quoi. C'est un levier. Pour moi, c'est toujours comme ça. C'est un logiciel de paye. Google, les outils no-code, ChatGPT, ce sont des leviers. C'est quelque chose qui va me permettre de m'accélérer, d'aller plus vite, de gagner du temps, du confort. C'est ça que je cherche. Pour moi, ils ne vont pas me remplacer parce que je ne me mets pas à la même hauteur qu'eux. Je suis différent, je suis meilleur qu'eux. Par contre, il y a des domaines où ils excellent. Il y a des domaines que moi, je ne me connais pas encore, mais eux, ils connaissent et ils peuvent m'accompagner dans cette destination, dans cette trajectoire. Et dernière chose que je voulais dire, oui, essayez des choses simples. Mon fils devait rendre aujourd'hui, il a 10 ans, il devait rendre son projet, une représentation 3D du système solaire. Ok, on s'est dit, ok, on va prendre une petite plaque polystyrène de 60 cm. Va représenter les différentes planètes. Et je lui ai dit, et là je me suis dit, si je dois rentrer dans les calculs savants que je ne connais pas moi-même, on va jamais s'en sortir parce que pour respecter un minima l'échelle, tu vois, est-ce que Mercure est plus près du Soleil ou c'est la Terre, etc., etc. Je me suis dit, on posait la question à ChatGPT. Et donc, on a posé le contexte. Je pourrais vous montrer le prompt, mais c'est pas l'objectif. Mais voilà, je suis un enfant de 10 ans. Je dois représenter le truc. Est-ce que tu peux me donner sur 60 cm la représentation sur une même ligne des différentes planètes en partant du Soleil et en centimètres? C'est ce qu'il nous a présenté. Voilà, ça a duré 1 minute. J'ai ma réponse. On a pris notre règle et on a mis nos petits trucs. Voilà. Et voilà, et moi, je voulais juste raconter une anecdote. On est parti faire une visite à Tokyo la dernière fois. Et moi, comme j'ai la version payante de ChatGPT, je peux prendre des photos. Avec la version de ChatGPT, on peut joindre des images. Donc, à chaque fois qu'il y avait un panneau qui était écrit en japonais que je ne comprenais pas, je prenais une photo, je donnais à ChatGPT, je disais c'est quoi ça? Et je trouvais que c'était beaucoup plus pratique que autrement, sans ChatGPT, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et là, à chaque fois que j'avais un texte en japonais que je voulais comprendre, j'ai des captures d'écran. D'ailleurs, on a même commandé, parce que sur Uber Eats au Japon, vous savez tout, sur Uber Eats au Japon, il n'y a pas de traduction en anglais. Donc, je voulais commander le dîner et tout était en japonais. Je faisais des captures d'écran à chaque fois. J'ai envoyé à ChatGPT pour dire que traduis-moi ça, parce que ChatGPT permet de lire des images avec l'OCR. Il lit des images et il me disait que voilà, il faut qu'on ait commandé le sushi et ça signifie ça, ça signifie ça. Donc, ChatGPT était mon assistant. était mon assistant culinaire. Et voilà. Et juste avant de terminer là-dessus, il ne faut pas prendre ChatGPT comme un moteur de recherche parce que ChatGPT, ça, on le précise, n'est pas parfait. Il y a un gros risque qu'on appelle hallucinatoire. Il ne dit pas qu'il ne sait pas. Il invente des choses. Et ça, c'est une réalité. Il ne faut pas prendre ChatGPT comme un moteur de recherche. C'est vrai qu'il y a la possibilité d'aller sur Internet, mais ChatGPT, ce n'est pas un moteur de recherche. ChatGPT accompagne à la réflexion. Il est beaucoup plus efficace dans cet usage-là, plutôt qu'un moteur de recherche. Si vous recherchez des informations, il faut toujours aller sur des moteurs de recherche comme Google. Nous, Smart Data Pay, on a voulu en faire un moteur de recherche boosté à l'IA sur des sujets autour de la paye. Ça sera ça l'objectif. Mais en attendant qu'on ait terminé, je vous incite à continuer à faire de vos recherches via les sites classiques sur lesquels vous avez confiance, mais ChatGPT n'est pas un moteur de recherche, surtout sur des sujets complexes comme la paye, où le risque d'interprétation est très, 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 très grand. Donc, vraiment comme un outil qui vous permet d'aller plus loin, d'améliorer, mais pas demander à ChatGPT de vous faire une calcul d'une réduction finale, sauf si vous l'avez entraîné déjà, sauf si vous avez entraîné une mini-IA, puisque sur ChatGPT, ceux qui ont la version payante peuvent créer leur propre les GPTs, comme on appelle. Vous lui donnez des entraînements, une formation spécifique. C'est sur cette base qu'on travaille sur Smart Data Pay, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de secret. On a pris des IA, on crée des mini-IA qu'on entraîne sur des sujets spécifiques. On ne va pas entraîner une IA sur tout le droit du travail. On prend une mini-IA à qui on donne des informations sur un sujet. On l'entraîne parfaitement avec de la donnée qu'on lui restitue. Et là, il peut nous donner des informations précises. Donc, l'usage est bien, mais il ne faut pas en abuser. Et il faut surtout savoir dans quel sujet il est le plus efficace. Il ne faut vraiment pas s'en servir comme moteur de recherche, surtout sur des sujets comme le droit du travail. Voilà. C'est vraiment un outil, un super déducteur. Parce que ce n'est pas vraiment une intelligence, c'est un super déducteur. Il fait des probabilités. Donc, la probabilité que la réponse à la question que vous lui avez donnée, donc c'est vraiment des calculs. Bon, je ne suis pas très mathématicienne, mais disons qu'il faut voir comme un outil qui fait une probabilité de réponse. Et il y a de fortes chances que cette probabilité soit pas correcte,
Donc, il est préférable d'éviter de s'en servir sur des sujets sensibles, notamment quand il s'agit de conseiller un client sur du droit du travail. Donc voilà la parenthèse ChatGPT qui est fermée. Si vous souhaitez qu'on le refasse une session spéciale ChatGPT, je peux en parler pendant des heures. Il y a, il y a Laurence qui a demandé qui je suis. Il y a un YouTuber que je suis particulièrement qui s'appelle Ludo Salen. Je mettrai le commentaire à la fin. Je pense que j'ai suivi toutes ses vidéos sur ChatGPT depuis presque un an. Il en publie beaucoup. Donc c'est lui, c'est un Français et c'est lui que je suis beaucoup. Il fait beaucoup de tutos de l'usage, de l'exploitation du prompt à chaque fois qu'il y a un nouveau outil qui sort. En tout cas, c'est une chaîne que je trouve qui, moi, m'a beaucoup aidé. Je le mettrai en commentaire, la chaîne de Ludo Salem. Ok, super. Voilà sur les sujets de l'IA. On va poursuivre avec les sujets du no-code, des sujets d'automatisation. Alors, si tu veux bien, je prends la main très rapidement parce que je vois le temps défiler. Si tu peux partager mon écran, si tu veux bien. Ok, super. J'ai reçu ce mail ce dimanche parce que je le reçois, je crois, tous les mois, toutes les semaines, je ne me rappelle plus. Et ça, c'est un mail qui vient de Zapier directement et qui me dit, voilà, quelles sont les automatisations qui ont fonctionné pour moi ce mois-ci. Et je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait juste définir Zapier parce que je pense que c'est très familier pour toi. Exactement. Non, mais justement, je voulais simplement montrer ça pour justement définir Zapier. Voilà. Alors, Zapier, Make, alors je ne suis pas un expert, mais j'utilise surtout Zapier. J'utilise un petit peu Make, mais pour l'instant, j'ai laissé tomber parce qu'on ne peut pas être partout. Hein. J'ai aussi d'autres choses à faire. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Zapier, c'est un connecteur au final. C'est un connecteur, c'est-à-dire que c'est un système qui permet de connecter, d'automatiser une série d'actions entre plusieurs outils. D'accord ? Là, en l'occurrence, c'est pour ça que je te disais que je voulais présenter ça pour introduire Zapier. Pour les personnes qui bloquent un call avec moi sur mon calendrier, d'accord, mon calendrier, c'est un système qui vous permet d'avoir accès à mon calendrier et de retenir des tranches par tranche d'une demi-heure, un call gratuit avec moi pour discuter de votre projet, d'un besoin, d'une problématique et voir si je peux vous aider ou pas. Donc, les personnes se connectent sur mon calendrier, ils bloquent un slot, une période. Ok, très bien. Et moi, je reçois une notification. La personne reçoit une notification. Et ce que je fais, c'est que je me suis aperçu au fil du temps que y avait des personnes qui oubliaient le rendez-vous, qui ne venaient pas ou qui venaient très en retard. Et donc, comme c'est du temps gratuit que je donne, je me suis dit, voilà, ce serait dommage que je perde ce temps à chaque fois avec des personnes peut-être qui ont zappé, qui ne sont pas sérieuses, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je mette en place un système de rappel automatique. C'est parti de ça, un système de rappel automatique et qui m'a donné l'idée, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Rose, c'est en regardant une vidéo YouTube sur quelqu'un qui s'appelle Shubham Sharma, qui parle de Zapier, qui parle de plein d'outils no-code et qui dit voilà que lui, il a mis une automatisation pour des rappels automatiques. Et je me suis dit, c'est génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et à partir de là, j'ai relié Gmail, ma boîte mail, et mon calendrier, Google Calendar, à Zapier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Zapier lit mon calendrier, d'accord? Il va lire mon calendrier, ici mon calendrier, il va le lire. Dès qu'il voit un créneau qui a été bloqué dans lequel il y a un certain nombre de mentions, d'accord? Il va savoir que ça, c'est un rendez-vous Calendly. Donc, de mémoire, j'ai dû mettre Calendly et j'ai dû mettre un terme qui s'appelle Zapier. J'ai dû mettre le terme Zapier. Donc, dès qu'il identifie ça dans un slot, il sait qu'il a une action à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Un jour avant le rendez-vous, il envoie un mail. Et 1 heure avant le rendez-vous, le jour J, il va envoyer un deuxième mail. Donc, les personnes qui bloquent des slots avec moi, ils pensent que c'est moi qui envoie ça, mais ce n'est pas moi. C'est Zapier qui s'en occupe. La même chose pour, si vous voyez toujours mon écran, la même chose pour Substack. Dans Substack, donc c'est la plateforme gratuite que j'utilise pour ma newsletter. Je ne suis pas très régulier sur la newsletter parce que ça prend du temps. Mais voilà, donc j'ai une newsletter. Et pour la newsletter, il y a des gens qui, via mon profil LinkedIn, viennent
s'abonner à ma newsletter. Et quand ils s'abonnent à ma newsletter, je me suis dit, ce serait sympa de leur envoyer automatiquement un mail de remerciement et pour me présenter. Bah, t'imagines, si je dois veiller tous les mails qui rentrent, et à chaque fois qu'il y a un mail qui rentre de Substack, faire un copier-coller de mon texte, l'envoyer, oui, d'accord, ça peut-être ça me prendre 1 minute, 2 minutes, mais bon, je ne suis pas derrière mon ordinateur tout le temps. Et donc, dans ce contexte, je me suis dit, je vais l'automatiser. Je connecte Zapier à ma boîte Gmail et je lui dis, dès que tu vois un mail qui rentre avec le nom Substack, pourquoi? Parce que le mail qui rentre de Substack, lorsque quelqu'un s'abonne, je reçois une notification qui me dit, il y a Rose qui s'est abonnée à ma newsletter. Et ce mail-là contient le nom Substack. OK? Je dis à Zapier, dès que dans ma boîte mail, tu vois un mail dans lequel il y a le terme Substack, récupère l'email de la personne, parce que j'ai l'email de la personne, parce que pour s'abonner, tu dois laisser ton email, récupère son email, envoie-lui mon message et j'ai préparé le message. Voilà. Et donc, ici, si tu vois l'écran de Zapier, là, tu as toutes les, tu vois, là, il y a un remerciement qui est parti, non, qui va partir, il va partir certainement demain, celui-là. Tu vois, là, il est delayed. Pourquoi? Parce que je peux dire à Zapier, n'envoie pas le remerciement tout de suite. Tu vois, parce que ça fait un peu trop machine. Je lui ai dit d'envoyer ça 2 jours après l'abonnement de la personne. Oui. Tu vois, ici, il a envoyé. Je pense pas tu vois le truc? Ouais, donc voilà, tu vois, donc là j'ai des remerciements, donc ça tombe bien parce que les gens se sont inscrits à ma newsletter, ça me motive à les reprendre. Ici, confirmer des meetings, tu vois, via mon calendrier, etc., etc. Tu vois, donc ça, c'est une utilisation. Alors, Zapier, c'est super puissant. On pourrait faire des milliers de choses avec ça. Mais, tu sais, je ne cours pas nécessairement après des outils pour des outils. Je regarde quelle est l'utilisation concrète que je peux en avoir dans mon quotidien. Pour l'instant, ça me convient. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais faire avec Zapier ou Make ou d'autres outils no-code? Oui. Est-ce que pour l'instant, ce sont des sujets brûlants, urgents, qui me font mal? Pas nécessairement. Donc, je ne vais pas investir du temps dessus. Je vais investir du temps sur autre chose. Là, en ce moment, c'est ChatGPT, le contrôle de la paye. Tu vois? Un autre exemple. Moi, j'utilise Notion. Alors, Notion, j'ai envie de dire, c'est l'outil que j'utilise le plus dans mon quotidien, à la fois pour mes besoins perso, pour mes clients. Là, si tu vois à l'écran, Notion regroupe l'ensemble de mes posts LinkedIn. Tout ce que je publie sur LinkedIn, je le copie-colle, je le stocke dans Notion. C'est mon deuxième cerveau. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les personnes qui présentent Notion parlent toujours de deuxième cerveau. C'est exactement ça. Tu parlais du Japon là. Tu suis là d'ailleurs, c'est un fan de Notion. Shubham Sharma, c'est un fan de Notion. C'est par lui que j'ai commencé Notion, pareil, pendant le confinement. Pendant le confinement. C'est là que j'ai commencé Notion, parce que j'avais du temps. On mettra tous les liens des chaînes YouTube. C'est des personnes qui sont intéressantes à suivre pour mettre en place les recommandations. Je mettrai toutes les chaînes intéressantes que je suis. Exactement. Et donc, Notion, pour moi, c'est un entrepôt. C'est là où je stocke tous mes posts LinkedIn. C'est là où je stocke, par exemple, quand je viens en France, je veux aller manger dans tel resto parce que j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça sur Facebook, mais j'ai une liste où je stocke les choses que je veux faire. Tu vois? Dans Notion, je stocke aussi, je vais stocker également ma veille, ma propre veille réglementaire. D'ailleurs, j'avais fait un post dessus où j'avais partagé ma veille réglementaire de janvier 2024. C'est dans Notion que je stocke ça. Tu vois, pour mes clients maintenant, et je terminerai dessus, Notion, je l'utilise sur plusieurs choses. Quand j'anime une formation, je ne vais pas vous montrer ma base parce qu'il y a des noms de clients et je veux que ça reste un petit peu confidentiel. Mais quand je fais une formation pour un client aujourd'hui sur la paye, j'utilise plus Google Slides, je n'utilise pas PowerPoint. Tout est dans Notion parce que Notion, c'est une feuille blanche dans laquelle je peux intégrer du texte, de l'image, de la vidéo, des fichiers Excel, tout ce que je veux. Et donc, aujourd'hui, tu sais que dans les formations, il y a des fois, ça ne sert à rien d'aller recréer soi-même les choses. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres personnes qui les ont faites mieux que toi. Je ne pourrais pas les faire aussi bien que ces personnes, ou sinon je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas l'envie, ou je n'ai pas les compétences. Donc, je récupère une vidéo et que j'intègre dans ma formation. Je récupère un screenshot que j'intègre dans ma formation. Donc, Notion, c'est vraiment fabuleux pour ça, pour développer des compétences. C'est également fabuleux pour suivre des projets. Tu vois, quand je fais un projet, j'accompagne un client à migrer sur un logiciel de paye, à changer de SIRH, il a besoin d'avoir un statut du projet.
où on en est, quel est le planning, quelles sont les dates clés. Ben, Notion me sert à Mhm. ça, parce que je crée le planning. En plus, on peut faire plusieurs vues. Je peux faire un tableau en liste, je peux faire un tableau, je peux faire un calendrier, je peux même faire d'autres types de visualisation et je lui partage un lien. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un lien, c'est un URL. Donc je lui partage et donc lui, systématiquement, quand il veut connaître le statut, ben, il va sur le lien, il l'a sauvegardé dans ses favoris et il a le statut du projet en temps réel. Parce que moi, je vais mettre à jour le statut au fur et à mesure que je vais avancer sur le projet de migration SILAE ou de changement de SIRH. Ça peut être également sur des process. Alors, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez par exemple que la foire aux questions, vous savez, le FAQ, c'est le truc génial que je trouve quand tu travailles dans un service paye à la fois pour l'interne, pour partager les bonnes pratiques au sein de l'équipe, Oui, oui, pour oui, partager de oui. l'information à des salariés, au lieu de les laisser poser des questions pour lesquelles on va leur répondre avec une semaine de retard, et ça va créer de la frustration, ben pourquoi ne pas mettre à leur disposition les réponses aux questions les plus récurrentes? Ça peut être également Mhm. pour un service paye dans un cabinet comptable, une agence de paye. Créer la foire aux questions, créer au final une page que tu partages systématiquement à tes clients pour la veille, pour les questions les plus récurrentes, et ça leur donne de l'autonomie, ça évite qu'ils attendent derrière leur téléphone ou leur écran en se disant pourquoi Daniel ne répond pas. Mhm. Voilà. Voilà un petit peu mon usage sur les outils. Tu peux arrêter le partage si tu veux bien. Sur les outils no-code. Après, oui, j'ai essayé plein d'autres choses. Hein. Il y a plein d'autres outils. J'ai essayé Tally. C'est un formulaire qui est génial. Et là, Tally, on peut aller très loin avec Tally. Parce que c'est un formulaire gratuit qui permet d'aller recueillir de l'information au plus près de la personne qui possède l'information. Donc, ça pourrait être, par exemple, de récupérer les données pour créer un contrat de travail. Donc, je mets à la disposition de mon client un formulaire en ligne, il le remplit, je reçois les informations parce que Tally est relié automatiquement à Google Sheet, donc le Excel de Google. Donc, je reçois les données sur un fichier Excel. À partir de ça, je demande à Make, donc ex-integromat, donc un outil no-code, un peu comme Zapier, différent, mais un peu pareil quand même Zapier quand même. Il va aller Mhm. récupérer les données du fichier Excel, de la Google Sheet. Il va aller chercher un modèle de contrat de travail. Il va pré-remplir le contrat de travail. Et une fois qu'il Est-ce a que ça, pré-rempli le contrat de travail, il me le renvoie. oh. Est-ce que ça te dérange que je partage, parce que j'ai ouvert Make pendant que tu parlais, Ouais. à quoi ça ressemble une automatisation sur Make? Mhm. Alors, je vais partager un écran pour montrer. Alors, on va partager l'écran. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que je peux partager pour l'écran? Ça va faire un petit peu bizarre au début, mais pour que ce soit visualisé, parce que là, sur Mac, quand même, Super. le fait que les applications, alors, il faut que je me dépêche. Voilà à quoi Ah, ressemble une automatisation sur Mac. Sur Mac, c'est plus visuel que sur Zapier. ouais, Sur Zapier, c'est bien beaucoup sûr. plus simple, effectivement, mais sur Mac, c'est plus visuel. Avec le formulaire Tally dont tu parlais, bon, nous, le process, il est différent. Alors, il faut pour que ça fonctionne, que les outils que vous utilisez soient connectés en API. L'API, c'est comme un appel qu'on passe d'une application à l'autre. Donc, Tally, c'est un outil, le logiciel dont Daniel parlait, c'est un outil qui permet de créer les formulaires que vous partagez avec un client, un partenaire, un utilisateur ou un prospect. Il renseigne des informations. Nous, dans notre cas, ces informations, elles sont renvoyées vers un fichier Excel, ensuite converties en PDF, un DRAL, et la version finale. Enfin, la dernière étape, c'est l'envoi d'un mail. Donc, vous pouvez en faire plus, vous pouvez rajouter des ramifications, faire, bon, là, c'est vraiment un exemple simple, mais ça fait partie des choses. Comme je vous dis, c'est votre imagination. Les automatisations, mais qu'on peut en faire plusieurs. L'une des chaînes YouTube qu'on va vous partager de Shubham, je crois que je n'écorche pas son nom. Sharma. Voilà. Donc, il présente énormément des outils comme cela. Vous connectez des outils entre eux pour faire des automatisations, pour collecter les variables de vos clients, de vos prospects. Et, euh, et voilà, c'est ça que je voulais montrer. Et également, un autre cas d'usage d'automatisation. Vous avez des clients qui vous envoient des mails tous les mois. Vous pouvez stocker les pièces jointes. Vous pouvez mettre une automatisation une fois par mois pour que
toutes les pièces jointes soient stockées dans le OneDrive. Parce que le OneDrive peut également, ou n'importe quel drive, Google Drive, peut également être intégré dans une automatisation Make ou Zapier. Donc ça, c'est un exemple. Pour stocker les pièces jointes, pour éviter de le faire à chaque fois, vous mettez une automatisation en disant que si il y a un mail qui arrive de telle personne et ainsi de suite, il y a une pièce jointe, une copie est envoyée dans le drive et vous mettez même le chemin du drive. Parce que tous vos clients ont la même adresse mail, vous mettez une condition. Si un mail arrive avec comme expéditeur tel client, avec une pièce jointe, donc deux conditions. L'expéditeur, le client, la pièce jointe, automatiquement, la pièce jointe doit être mise à tel ou tel ordre. Donc, on peut faire beaucoup de choses dans ce style-là. C'est que des exemples, bien évidemment. En fonction, vous, de vos besoins, ayez le réflexe d'automatisation. Dès que vous avez une tâche répétitive que vous faites régulièrement et sans valeur ajoutée, pensez à l'automatisation. Il existe forcément un outil qui vous fera gagner du temps sur cette tâche-là, comme celle de mettre une pièce jointe dans le drive. Voilà. Ça fait partie des tâches pour lesquelles les outils d'automatisation et IA sont d'une grande aide et qui ne vont pas faire en sorte que vous, en tant que gestionnaire de paie, vous ayez moins de valeur. Le boulot d'un gestionnaire de paie, c'est pas de placer des pièces jointes dans un drive, c'est de donner des conseils aux clients. Fatine nous le répétait encore hier avec beaucoup d'énergie. C'est pas ça notre boulot. On doit être là pour apporter de la valeur. Et tout ce qui a moins de valeur, si les outils peuvent nous permettre à gagner du temps là-dessus, ça nous libérera encore plus. Ça nous rendra de meilleurs professionnels, selon moi. Ouais, c'est exactement ça. Je pensais à un terme. Pour moi, je délègue aux outils ce que je ne veux pas faire, ce qui m'embête, là où je suis moins bon. Pourquoi? Parce que je veux que mon cadre de travail soit plus au service de ma vie. Tu vois, je veux me sentir bien dans mon cadre de travail. Donc, il y a des choses chiantes que je dois faire, mais je me dis, mais pourquoi je les ferais alors qu'il y a des outils qui pourraient le faire? Je dois faire ma compta pour ma boîte. Je me dis, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à Zapier, lorsqu'il détecte une facture dans ma boîte mail, de le mettre sur mon Google Drive? Et mon Google Drive, le lien est déjà partagé à mon comptable. Donc, en fin d'année, au lieu de passer une journée ou 2 jours à regrouper toutes mes factures, je passe 1 heure à fignoler le truc et il a déjà tout. Exactement. Conto même d'ailleurs, l'application Conto peut être intégrée dans les outils d'automatisation. Donc, il y en a qui tous les mois récupèrent automatiquement, grâce aux automatisations, les écritures sur la plateforme Conto et les envoient. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu souhaitais rajouter. Je pense que non, parce que là, déjà, ça fait, je ne sais pas combien de personnes sont encore là. Parce que là, ça fait 1 heure. Il y en a certainement que ça commence à gargouiller un peu. S'il est 16h37, donc moi, j'ai déjà mangé, mais peut-être pas vous. Mais par contre, je ne sais pas, il y a encore du monde? Je sais pas. Oui, il y a encore du monde. Il y a encore du monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ce que j'ai pu présenter. C'est pas toujours évident de présenter ça dans un temps restreint. Ça peut paraître soit un peu bordélique ou ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre pour démystifier, pour clarifier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les outils, les logiciels, ChatGPT, l'intelligence artificielle. Il y a du vrai, il y a du faux. Il faut aller faire sa propre idée. Et surtout, dites-vous que ne vous mettez pas au même niveau que ces outils-là, mais surtout, voyez-les comme des leviers, des prestataires à qui vous déléguez une partie de votre travail, parce que ce travail, vous ne voulez plus le faire, parce que lui, il peut mieux le faire que vous, ou sinon, utilisez-le comme votre assistant particulier, qui va faire des choses à votre place. Peut-être que lui, sait mieux le faire que vous, et il va vous permettre aussi d'apprendre. Et moi, je commence à comprendre dans quelle mesure je peux apprendre avec ChatGPT, par exemple, les macros sur VBA. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir un espoir un jour que ce que tu nous as présenté là soit commercialisé? Parce que peut-être que tout le monde n'a pas envie d'aller faire ça auprès de ChatGPT. Si jamais tu proposais une solution comme celle-là, que tu pourrais commercialiser aux personnes qui seraient intéressées, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Soit ça, soit une formation sur ce sujet. Tu sais, ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas posé la question à ChatGPT, je me pose à moi-même pour l'instant. Ce sont des choses auxquelles je réfléchis. Je ne te cache pas que je me dis, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Silae, par exemple, qui me suivent, et je me dis, pourquoi ne pas leur proposer pour un prix modique
déjà les macros Excel qui existent, qui peuvent leur permettre, à partir d'une récap de paye, d'automatiser et de systématiser leur contrôle. Parce que ces contrôles-là, ils sont censés les faire, soit ils arrivent à les faire, soit ils le font rapidement, ils sont distraits, ils ne le font pas pour X raisons, pour de bonnes raisons, mais ils ne le font pas. Donc, pourquoi ne pas avoir un outil qui va le faire et qui va attirer leur attention s'il y a un écart qui est inexpliqué, tu vois? Donc, c'est comme un pare-feu, un garde-fou, quoi. Et donc, je me dis, pourquoi, comme j'ai déjà fait le travail, le truc, il existe, pourquoi ne pas le vendre pour un prix modique? Donc, ça, c'est un élément auquel je réfléchis. C'est vrai qu'on m'avait déjà interpellé sur des formations, comment j'utilise les outils no-code dans le domaine de la paye. Je pourrais, après, je me suis pas encore lancé, je tergiverse, je tourne un petit peu en rond. Il faudrait qu'arrive un moment que je me bouscule un petit peu, mais c'est un peu les challenges de cette année. Mais on va voir. Je m'engage pas trop. On en reparlera si tu veux bien. Moi, j'aime bien ce genre de. J'organise si tu veux. Ouais, tu sais, après la difficulté, c'est, je sais pas s'il y a des freelances, des indépendants autour de la table. Ce qu'il faut voir, c'est que après, quand tu travailles tout seul, et moi en plus, je suis pas sur le territoire sur lequel je travaille. Je suis à l'île Maurice, je suis à 10 000 km. C'est difficile. Et c'est vrai que j'ai l'eau à la bouche, je suis un peu envieux quand je vois, tu vois, ce que vous faites, ce que tu as partagé hier. Tu vois, ces regroupements entre personnes dynamiques qui veulent avancer, qui veulent pousser le truc. Et moi, je suis en retrait, pas parce que je le veux, mais physiquement. Et donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est plus difficile. Par contre, si j'étais, tu vois, dans une dynamique avec des gens qui veulent pousser le truc avec moi, c'est clair que je pense que j'irai un petit peu plus vite. Mais c'est l'objectif cette année. On va y repenser parce que je ne pense pas que la distance soit un problème. Florent Rabin, Ah ça fait non, presque 1 an qu'il est au Canada et oui, c'est clair. il fait pas mal de formations et d'ailleurs, il développe sa société. S'est même agrandi, créé son site internet depuis là-bas, donc avec une bonne connexion internet. Notamment la formation, en tout cas, on en reparlera. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et on pourrait organiser quelque chose là-dessus. Ok. Merci à vous tous. Alors pour le Merci. RGPD, effectivement, c'est un sujet. C'est pour ça qu'en début de conférence, Daniel nous faisait souligner que lorsqu'il donne à ChatGPT des informations, il ne donne pas de nom ou il anonymise les fichiers. Donc uniquement de la data, uniquement des formules, ne serait-ce que pour ce sujet de contrôle de paye. Mais C'est exactement ça. on peut donner des informations sans mettre le nom. Et juste, je termine sur Microsoft propose un service qui respecte 100% RGPD. Donc, si on a l'abonnement Microsoft, je crois que c'est Copilot, je crois Microsoft 360, il propose une version de ChatGPT Copilot sécurisé avec les datas qui ne sont pas partagées. Après, je ne sais pas si c'est stocké en France, comment ça fonctionne. Je ne suis pas spécialiste de ces sujets-là, mais je sais qu'aujourd'hui, Microsoft propose des alternatives pour les entreprises et qui respectent cette sécurisation des données. Oui, c'est exactement ça. Il y a deux approches. Une chose est sûre, c'est que le RGPD ne doit pas être ni une excuse, ni un prétexte pour ne pas faire quelque chose. C'est pour ça que je disais qu'on peut anonymiser les données. On n'est pas obligé de donner des informations détaillées, c'est-à-dire sur analytique salarié par salarié à ChatGPT. Et ce que je vous ai présenté tout à l'heure, je ne lui donnais rien au final. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, l'utilisateur mettra à sa disposition un fichier Excel. Et crée-moi le code que moi je vais faire tourner sur mon logiciel, sur mon ordinateur. C'est un code VBA qui est embarqué uniquement dans mon fichier Excel sur mon ordinateur. Donc au final, ChatGPT n'a jamais eu une donnée il ne sait même pas ce qu'il y a dans mon fichier au final. Il sait qu'il y a un ensemble de colonnes et dans les colonnes, il y a des valeurs numériques et des valeurs alphanumériques ou alphabétiques. Et je lui ai dit, va chercher telle cellule, telle colonne et fais telle opération. Écris-moi le code qui fait cette opération au final. Je ne lui dis pas de faire l'opération, je lui dis écris-moi le code. Et moi, je prends le code, je mets mon fichier sur mon ordinateur et je le fais tourner. Donc ça, c'est une autre façon de contourner cette problématique, l'obstacle de la RGPD. Parce que tout le monde brandit RGPD pour ne pas avancer. Non, je pense qu'il faut qu'on avance quand même en assurant la sécurité de tout le monde. C'est très bien comme mot de la fin. Merci Donc, Rose. Je vous remercie d'être présent. Je crois que nous aussi, ça nous fait autant plaisir qu'à vous, hein, puisque je pense que c'est en partageant qu'on grandit, qu'on s'améliore aussi. Donc, on en refera des formats de ce style-là. Et merci à nouveau. Merci à toi, Daniel, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Rose. On se dit à très vite. À très vite. Bon appétit à tous. Bye bye. Ciao.